On en parle? On parle de quoi? Mais peut-on en parler? Personne n'en parle? Si, nous, on en parle. Parlons ensemble. Excusez-moi. Donc aujourd'hui, nous sommes avec le docteur Romain Gabeff, donc, qui est dermatologue au CHD, qui va nous parler des cancers de la peau et notamment de la prévention. Comme d'habitude, je ne vais pas accaparer son temps. Je vais vous laisser faire cette présentation qui, je n'en doute pas, va être de qualité. Donc, merci encore à vous et puis merci à nos participants. Et puis, je vous laisse la parole. Je voulais juste rajouter que, encore une fois, comme d'habitude, ce webinaire sera enregistré, évidemment, et sera disponible pour être revu ultérieurement sur le site. Donc, pour ceux qui ont envie de le revoir, évidemment. Et je vous laisse la parole. Bonsoir. Alors, je vais essayer déjà de mettre mon diaporama. Hop. Hop. Alors, tac, tac, ça. Donc, bonsoir à tous, bonsoir à tous les participants. En fait, l'objectif de ce webinaire, ce n'était pas de forcément parler des cancers cutanés en tant que tels, mais c'était de parler photoprotection ensemble et comment bien se protéger en fait du soleil. Donc, plutôt comment que pourquoi. Pourquoi on sait que les UV sont des agents cancérigènes et qu'ils ont un rôle dans le développement de certains types de cancers cutanés. Donc, ce qui est important, c'est de savoir bien se protéger. On va voir un petit peu les différents aspects de la photoprotection. Alors, la première question qu'il va falloir se poser, c'est en fait à quel moment et en fait dans quelle situation il faut que je pense à me protéger pour moi ou pour les autres, pour mes enfants. Et puis, la deuxième question, c'est comment. Comment je peux me protéger, par quels moyens, qu'est-ce qui est à m'apporter pour que je puisse intelligemment me protéger. Alors, la première question, c'est à quel moment et dans quelle situation se protéger. On ne va pas faire un grand cours de climatologie, mais juste, faut savoir que donc les UV, il y en a plusieurs sortes, les UVA, les UVB, les UVC. Les UVC, ils ne franchissent pas ils sont absorbés dans l'atmosphère, et puis il reste les UVA, les UVB qui viennent nous frapper. En fait, ils sont maximales lorsque le soleil est au plus haut dans le ciel. Et ça dépend du jour, du moment dans la journée, et puis ça dépend aussi du moment dans l'année, du mois de l'année. Et donc, pour ce qui est de la hauteur maximale dans la journée, ça correspond en fait au midi solaire. Le midi solaire, l'été en France, en temps intensif plus 2 heures, ça fait 14 heures. À 14 heures, il est le plus haut et il frappe fort. Donc, on sait que quelques heures, les heures qui précèdent et les heures suivantes, il va y avoir aussi un impact de ces rayons UV important. Ensuite, il y a la notion de mois en fait, dans l'année. On sait qu'au solstice d'été, voilà, le 21 juin, là, c'est le moment où le soleil est vraiment le plus haut dans le ciel et que le risque UV, du coup, est maximal. Alors, du coup, c'est important quand même d'avoir un peu ces notions-là parce que, en fait, qu'on soit finalement le 21 avril ou le 21 août, eh ben, en fait, on a souvent un indice UV qui est assez comparable et un risque assez important dans les deux cas. Alors que dans un cas, il fait un peu plus frais et dans l'autre cas, il fait assez chaud. Et en fait, la sensation de chaleur n'intervient pas du tout dans le risque comment lié aux UV. Alors, les couvertures nuageuses, on sait que c'est souvent le cas en Loire-Atlantique, et notamment en Vendée. On sait qu'un ciel sans nuages, la dose d'UV délivrée, le risque UV, il est très important. Et lorsqu'il y a une couverture nuageuse, en fait, il y a une proportion qui est absorbée, mais qui n'est pas toujours très importante de ces UV. Et donc, il peut y avoir même une diffraction avec finalement un réfléchissement important. Donc, nuage ne veut pas dire protection. Voilà, il ne faut pas se sentir protégé lorsqu'on est sous les nuages. La montagne, plus la couche comme la couche atmosphérique est un peu plus faible, il y a moins d'UV qui sont absorbés et on prend un peu plus d'UV en montagne.
avec l'altitude. Et puis la mer, en fait, on a surtout le problème d'albédo et de réflexion en fait, de ces UV, soit sur le sable, sur l'eau. Il faut savoir juste une chose, c'est que on se dit toujours qu'une fois qu'on est dans l'eau, en fait, on est bien protégé. Il faut savoir qu'à 50 cm sous l'eau, et en fait, il y a une bonne pénétration encore des UVB et puis des UVA entre 60 et 80%. Donc, on n'est pas protégé non plus sous l'eau. Il y a pour ça, en fait, c'est toujours difficile d'apprécier soi-même comment l'exposition au UV qu'on pourrait recevoir au cours d'une journée, voilà, surtout en fait dans les intersaisons. Il faut savoir qu'en fait, il y a donc un indice UV qui a été développé par l'OMS qui permet un petit peu à la fin de la météo de savoir un peu où on en est et quel est le risque. Il faut savoir qu'à partir du mois de mars, en France, on est déjà un indice UV à 3. Et à 3, l'OMS elle conseille fortement de se protéger du soleil. Donc, avoir une photoprotection, essayer d'éviter à certaines heures chaudes, et puis comment à se protéger avec des moyens adéquats dont on parlera juste après. Alors, l'hiver, souvent, l'index UV est assez faible. Effectivement, il n'y a pas besoin d'une protection rigoureuse. Donc, ça, c'est important. Il faut voir là, par exemple, sur la photo, on est au mercredi 29 juin, on a déjà un indice UV à 6. On sait qu'on n'est pas loin du solstice d'été. C'est normal, les UV tapent très fort. Donc là, il faut effectivement bien se protéger. Et puis, au-delà, en fait, de 7, en fait, là, c'est même, on va juste éviter tout simplement le soleil. Alors, quand on parle d'exposition solaire, souvent avec les patients, on discute et puis ils me disent « mais moi, je ne m'expose pas du tout ». Mais en fait, on ne choisit pas de s'exposer ou de ne pas s'exposer. En fait, l'exposition, elle est tous les jours, là, quotidiennement, on se retrouve, on l'a subi, en fait, cette exposition aux UV. Et il faut juste en avoir en fait conscience. On va en recevoir en fait à peu près dans tous les moments du quotidien et pas du tout lorsqu'on est à la plage ou lorsque on fait des balades en bord de mer. Hein, souvent, c'est la seule notion qu'on me répond lorsque je demande s'il y a une exposition un peu plus importante qu'habituellement. Il faut savoir que lorsqu'on se balade, tout simplement, quotidiennement, l'effet cumulatif en fait, des UV fait autant de dégâts qu'aller s'exposer quelques minutes, dizaines de minutes, sur une serviette au bord de la mer. Donc en fait, il faut comprendre que cet effet cumulatif des UV, il faut s'en protéger. Ce n'est pas parce que ça ne chauffe pas et qu'on n'a pas de coup de soleil qu'en fait, on ne reçoit pas régulièrement ces UV. Le jardinage, en fait, moi j'ai il y a des patients qui jardinent beaucoup, et puis je pense qu'ils oublient complètement le nombre d'heures passées dans la journée à jardiner. Moi, je vois bien mes voisins, quand je pars le matin de bonne heure, ils sont déjà dans le jardin, puis quand je rentre le soir du travail, ils sont encore dans le jardin. Hein, voilà. Donc, ils ont été toute la journée dehors. Ils ne sont pas sortis de chez eux, donc voilà. Et pourtant, en fait, ils ont été exposés toute la journée, et ça, c'est assez chronique. Hein. Surtout qu'en plus, quand on jardine, on a tendance à se baisser en laissant la nuque apparaître. Hein. Donc, il y a encore des habitudes. Il n'y a plus beaucoup des patients qui jardinent torse nu, mais on en voit encore quelques-uns. Voilà, c'est une vraie situation, par exemple, d'exposition quotidienne. Il y a le fait aussi de manger en extérieur à partir des beaux jours. En fait, on reçoit et c'est souvent en plus aux heures chaudes de la journée, même si on est sous l'ombre d'un arbre, on reçoit quand même une bonne quantité d'UV et pendant parfois plusieurs heures. C'est des situations en fait, du quotidien. Qui sont du coup pour lesquels on reçoit en fait de façon très cumulative des UV. Il y a le fait aussi d'aller tout simplement aller faire les courses, voilà, dehors, d'aller faire son marché, aller faire du sport hein, régulièrement. Voilà, toutes ces petites situations du quotidien font cumuler en fait une exposition UV.
Il y a pour certains un deuxième problème, c'est l'exposition professionnelle et un risque à prendre en compte qui est très important. L'exposition professionnelle, alors, elle commence à être pris en compte dans certaines professions. On a nous toute une génération en fait d'agriculteurs en Vendée à la retraite qui sont pris en charge pour des cancers cutanés. Ce sont des gens qui sont pas allés fréquemment au bord de la mer ou qui ont cherché à s'exposer sur des transats. Ils ont reçu en fait une exposition au cours de leur activité agricole tout au long de leur vie, parfois dès le plus jeune âge, dès l'adolescence, sans aucune protection vestimentaire correcte, avec du coup des dégâts quand même assez marqués. Souvent, on a déjà une idée du métier de la personne lorsqu'elle arrive au cours dans la consultation. On voit des couvreurs qui sont encore mal informés, qui se protègent avec un t-shirt assez court. Alors rares sont ceux qui sont en short, mais souvent une tête pas protégée, pas de casquette, pas de chapeau, et puis pas du tout d'écran solaire. Des professions où les patients sont du coup exposés vraiment toute la journée au soleil sans aucune zone d'ombre pour s'abriter. Et puis qui travaillent parfois, quand ils n'ont pas le choix, aux heures chaudes de la journée. Dans le bâtiment, dans le BTP, souvent, les tenues font qu'on est quand même assez couvert. On peut avoir aussi le casque qui assure quand même une certaine forme de protection. Enfin, néanmoins, c'est quand même des personnes qui sont exposées de façon assez importante aux UV. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans le risque solaire, il faut bien comprendre que la température extérieure n'a aucun lien avec en fait, le risque qui est lié aux UV. Ça veut dire que qu'il fasse, pour un même indice UV, qu'il fasse 10 degrés ou qu'il fasse 35 degrés, et ben quand il fait 35 degrés, là on se méfie, on se dit oh, on risque effectivement d'avoir des effets délétères liés aux UV. Et puis à 10 degrés, on se dit oh, bah non, c'est bon, et on se fait souvent avoir. En fait, le risque est strictement le même. La température extérieure ne joue pas du tout sur ce risque-là. On se fait avoir aussi quand on commence à sortir, à se balader au mois de mars-avril, et lorsqu'on revient de la balade avec une petite rougeur sur le front, ou lorsqu'on a jardiné en mars-avril, en fait, le petit vent frais qui reste, l'air frais qui est résiduel, nous fait complètement oublier le risque lié aux UV. Pourtant, il est bel et bien là, tout comme au mois d'août. Alors, le deuxième point, donc ça, c'était un petit peu donc, quelles sont les situations, comprendre un peu l'horaire, le mois, qui doivent faire un petit peu réfléchir par rapport à sa photoprotection. Et puis, après, il y a la question des moyens qui sont à notre disposition pour se protéger. Déjà, avant toute chose, je pense qu'il faut analyser un peu la situation. Il y a des personnes qui ne peuvent pas vraiment, en fait, de toute façon, même en dehors des heures chaudes, avoir une exposition sans que ce soit dangereux. Ça va être je parle encore une fois d'effets cumulatifs parce que ça va être jamais dangereux dans l'immédiat. Il s'agit de personnes avec un phototype très clair, qui peuvent avoir parfois de nombreuses taches de rousseur, qui peuvent avoir les cheveux roux, mais pas forcément ceux qui ont aussi une peau un peu laiteuse avec plein de grains de beauté. Ces personnes-là sont extrêmement à risque de cancer cutané, on le sait bien depuis longtemps. Donc ça, c'est une chose à tout de suite bien prendre en considération par rapport à son attitude vis-à-vis du soleil. C'est vrai qu'on va être dans ces situations-là proche il faudra avoir une photoprotection vraiment très rigoureuse, quel que soit en fait le moment de la journée. Il ne faut pas se tromper, on voit aussi, nous, des phototypes en consultation, des phototypes un peu plus foncés, arriver avec des cancers cutanés qui peuvent être tout aussi graves. Donc, le fait d'avoir une peau qui est capable de bronzer ne protège pas non plus des cancers cutanés. Alors, première chose pour se protéger, l'ombre, c'est assez bête, mais en fait, aux heures chaudes de la journée, aux heures de fort ensoleillement, ça paraît assez simple,
Mais c'est ça qui va permettre comment l'ombre va permettre quand même de se protéger efficacement du soleil. Et si c'est pas l'ombre, c'est aller se mettre à l'intérieur pendant les heures les plus chaudes. Dans les pays du Sud où il y a une exposition très intense au soleil, la vie elle est organisée pour que aux heures chaudes de la journée, tout le monde soit à l'intérieur, au protégé, au frais, au calme, donc sans exposition importante. Donc c'est le moment pour en profiter pour manger ou à l'intérieur ou pour faire une pause, voilà, à l'ombre, déjeuner, faire un pique-nique ombragé. C'est important de bien utiliser cette ombre à des moments de fort ensoleillement dans la journée. Voilà. Après, l'ombre, ça ne protège pas de tout. Si on passe plusieurs heures sous un arbre qui est un peu clairsemé, on reçoit quand même pas mal d'UV entre midi et 16 heures. Alors, dans la photoprotection vestimentaire, il y a plusieurs composantes. Les vêtements, ça sert de filtre, d'un très bon filtre. C'est ce qui est le plus efficace en fait pour se protéger du soleil. Cette protection vestimentaire, elle doit déjà bien se concentrer sur la tête. C'est important, on reçoit sur le visage, il y a plein de zones qui reçoivent un effet très important cumulatif d'UV au cours de la vie. Le nez, le cou, les oreilles, la nuque, le décolleté chez les femmes. Et toutes ces zones-là, il faut pouvoir les protéger. Le chapeau avec un bord large, il n'y a que ça en fait qui permet vraiment de se protéger efficacement. Et c'est un bon complément en tout cas pour la photoprotection qui est assurée par les cheveux. Les cheveux en fait ça protège mais de façon assez hétérogène selon les personnes. On n'est pas tous égaux pour ça. Et puis alors, quand il y a une calvitie, ça paraît encore incroyable, mais moi je vois encore beaucoup de gens chauves se balader dans la rue avec un cuir chevelu très abîmé et un peu brûlé, lié à une exposition en fait permanente, en fait quotidienne, et puis en plus l'été récréative. Donc tout cet effet-là en fait induit des champs de lésions à peu près précarcinomateuses, qu'on appelle des kératosactiniques, qui sont en fait pour plus tard des champs de cancérisation. C'est souvent des gens après qu'on opère de multiples cancers cutanés sur le cuir chevelu, ce qui peut être très compliqué d'ailleurs en termes de reconstruction et de cicatrisation en plus derrière. Donc, c'est pas pensable de ne pas se protéger quotidiennement très tôt, dès qu'on a une calvitie qui commence à apparaître. Ensuite, dans la photoprotection, il faut parler des vêtements. Alors, l'idée, c'est pas de partir sur des choses très compliquées. L'idée, c'est juste en fait d'être raisonnable. Quand on fait en dehors des activités type randonnée ou sport nautique ou balade bord de mer, en fait, il faut avoir une photoprotection vestimentaire, mais qui est raisonnée. C'est sûr qu'il faut couvrir les épaules et au moins les bras. Il faut, si possible, avoir une chemise à manches longues ou ou des t-shirts qui recouvrent au moins jusqu'au coude. Et puis, pareil, on préférera toujours plus un pantalon léger qu'un short en termes de photoprotection. L'idée, c'est qu'il y a quand même des vêtements ITV qui sont apparus ces dernières années. Maintenant, ça s'est pas mal installé, vu on voit dans des grandes enseignes ces produits-là. Il y a un facteur de protection UV qui est marqué pour ces tissus-là. Ça fait partie de normes européennes. Il faut au moins être UPF 40+ pour répondre à une protection UV. Et puis, en fait, ces vêtements, nos vêtements, ils ont en fait une photoprotection qui diffère en fonction de la matière, du tissage, du degré d'étirement et des couleurs. On sait que les vêtements qui vont être assez foncés, ils vont être plus efficaces pour se protéger du soleil. La seule chose, c'est que l'été, en fait, les vêtements foncés, avec les infrarouges qu'on reçoit, on va avoir rapidement plus chaud. Donc, c'est assez inconfortable.
Donc, c'est vrai que dans ces moments-là, des vêtements anti-UV, ça peut être intéressant pour avoir des vêtements de couleur plus claire, mais avec du coup une vraie protection anti-UV. Et puis, les vêtements humides, avec des vêtements trempés en fait, par la transpiration de la baignade, on sait que du coup, l'efficacité, elle est beaucoup moins importante. La photoprotection est beaucoup moins importante quand ces vêtements-là sont humides. Donc, dans ces cas-là, il vaut mieux utiliser, encore une fois, des vêtements avec une vraie protection UV plutôt que de se baigner avec un t-shirt complètement mouillé voilà, en coton classique. Voilà, donc photoprotection vestimentaire, c'est l'arme, la seule et vraie façon de se protéger efficacement du soleil. Voilà, et il faut vraiment bien réfléchir à comment protéger son visage et puis comment son cou, sa nuque et puis le décolleté chez les femmes. Le dernier point qu'on va aborder ensemble, c'est les crèmes solaires. Alors pourtant, quand on parle de photoprotection, la première question qu'on nous pose, c'est ah oui, mais quelle crème du coup il faut mettre? En fait, la crème solaire, elle doit être là en appoint. C'est juste un produit qu'on va utiliser pour les quelques zones du corps qu'on n'arrive pas à bien protéger par les vêtements. Donc, quand on n'a pas bien réussi à protéger le visage déjà avec un chapeau, on peut mettre effectivement de la crème en plus, ça reste un appoint. Ce n'est pas du tout le produit de photoprotection numéro 1, ce n'est pas l'outil à utiliser en premier lieu. Effectivement, c'est assez efficace, hein, mais ça doit rester un produit d'appoint. Les vêtements sont beaucoup plus, sont beaucoup plus efficaces en termes de photoprotection. Alors, il y a un point particulier pour les enfants. Déjà, les enfants de moins de 3 ans, souvent, alors voilà, on pose aussi comme question en consultation, qu'est-ce que je mets pour mon tout petit comme crème quand je l'emmène à la plage? En fait, un enfant de moins de 3 ans, il n'a rien à faire à 15 heures à la plage. Hein. Ça n'a pas de sens. Ces enfants-là, on sait qu'en plus, il y a un vrai rôle des UV à cet âge-là. Et il ne faut pas exposer des petits-enfants au soleil. Ça n'a pas de sens. Ils doivent être ou à l'ombre, sous un parasol, ils doivent être au frais, à l'intérieur. Voilà. Donc, la question, en fait, ne se pose pas pour les très jeunes enfants. Alors après, quelle crème appliquer à mon enfant pour les plus grands? La réponse, elle va être un peu pareille. C'est-à-dire qu'il va falloir de toute façon, les enfants et les adolescents, c'est plus difficile à contrôler, mais les enfants, en tout cas, de toute façon, il faut éviter qu'ils s'exposent au moins aux heures de fort ensoleillement. En tout cas, il faut leur apporter cette éducation-là et leur donner les clés pour comprendre pourquoi. Ensuite, il faut essayer de leur faire porter des vêtements. C'est pas facile, mais pour qu'ils se protègent du soleil. Alors, l'attitude sur les plages, elle a complètement changé. Hein. Maintenant, on voit beaucoup plus d'enfants protégés avec le bob, les lunettes, les vêtements anti-UV, et puis effectivement, la crème solaire en appoint. On sent qu'il y a eu un changement qui a opéré. Hein. Et puis, mais on voit encore à d'autres moments de l'année, en dehors de la plage et à d'autres moments, des enfants en fait très exposés à des heures de fort ensoleillement avec une protection vestimentaire qui est vraiment très faible. Alors effectivement, la crème solaire, ça peut être utilisé, mais voilà, c'est si les vêtements ne protègent pas assez, c'est une très bonne solution en appoint. Et puis, de toute façon, les enfants, il faut essayer d'avoir des expositions très courtes. C'est jamais facile quand il y a effectivement des activités sportives prolongées. Les fédérations de sport, elles sont souvent sensibilisées au danger de ces expositions solaires. Il y a quand même un accent qui est mis sur la photoprotection des enfants, que ce soit dans les clubs de voile ou autres, dans les clubs sportifs. Donc, il y a aussi un rôle, chez les enfants, il y a un rôle très important des parents. Pas d'exemplarité, mais c'est vrai que les enfants vont faire exactement
vont reproduire certains comportements. Des parents qui vont avoir recours aux cabines UV, les enfants, à l'adolescence, ils vont commencer à se poser la question d'avoir recours également à ce type de pratique. Si le bronzage est vraiment très mis en valeur dans la famille, très valorisé, effectivement, ça peut être effectivement dangereux, surtout si les enfants ont un phototype très clair, un phototype d'une peau très claire. La pratique du bronzage, en fait, par les parents, elle peut être donc reproduite par les enfants. Donc, ils vont vraiment agir par mimétisme. Si vous avez une photoprotection qui est intelligente, ils vont se mettre à faire la même chose. Et puis, donc, vraiment, ça va vraiment impacter leur comportement futur vis-à-vis du soleil. Donc, on a tous un rôle à jouer. Les crèmes solaires. Alors, les crèmes solaires, pour un peu décortiquer les étiquettes, hein, donc, elles doivent protéger contre les UVB et contre les UVA. Hein, je vous expliquais, ce sont les deux types d'UV qui arrivent au sol. Et ces UVB, en fait, il y a un indice pour connaître quel est le taux de protection. Les UVB, c'est surtout ceux qui donnent le coup de soleil. Alors, ils ont aussi des effets délétères à long terme en termes de carcinogénèse. Hein. Donc, ces UVB qui donnent surtout les coups de soleil, hein, pour connaître leur indice de protection, il y a le SPF en anglais et puis l'IPS, en fait, l'indice de protection solaire en français. Un SPF, souvent vous retrouvez sur les étiquettes le terme SPF, hein, SPF 30, donc une crème à 30, en fait, ça correspond à un UV sur 30 UVB, donc qui n'est pas filtré. Donc, en fait, 96% des UVB sont filtrés. Un SPF 50, c'est 1 pour 50 UVB qui ne sera pas filtré. Donc, 98% des UVB seront filtrés. Vous voyez que la différence n'est pas énorme. Hein, pas énorme. Et donc, c'est pas du tout, vous n'avez pas 30% en fait, d'UV qui sont filtrés avec un SPF 30 et puis 50% avec un SPF 50. Un SPF 50, en théorie, je parle bien en théorie, permettrait donc de multiplier par 50 la durée passée au soleil sans risque de coup de soleil. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut aller s'exposer 50 fois plus donc au soleil grâce à ces crèmes. Encore une fois, ça permet juste en appoint de se protéger dans certaines situations. Et puis, il faut prendre des crèmes solaires. Alors maintenant, c'est marqué, hein, souvent, vous verrez sur l'étiquette, UVA. Donc, il faut bien que ça protège, les crèmes solaires couvrent les deux UV, UVB et UVA. Les UVA, on sait qu'en plus, ils ont un franc rôle dans la cancérogénèse. Par contre, eux, il n'y a pas vraiment d'indice qui soit clairement précisé sur les étiquettes, permettant de connaître leur efficacité pour les filtres. Alors, on ne va pas être trop compliqué. Pour les crèmes solaires, elles peuvent avoir des filtres organiques, hein, chimiques ou minéraux, physiques. En fait, ils peuvent absorber ces filtres ou réfléchir les UV. Il faut savoir juste que pour couvrir un peu les différents rayons UV, les industriels utilisent plusieurs filtres qui combinent voilà, dans une seule crème. Pour ce qui est des applications, ce qui est recommandé, en fait, hein, c'est de faire la première application 20 minutes avant la première exposition et puis de renouveler ces applications toutes les 1h30, toutes les 2 heures. Alors quand on va se baigner ou quand on transpire beaucoup, ça peut être un peu plus. Hein. Voilà. Faut bien sûr prendre ces données-là avec un petit peu de jugement. Faut réfléchir à chaque situation. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'en mettra jamais trop. Et puis, si on a besoin d'en mettre beaucoup, il faut toujours se poser la question de savoir est-ce que, en fait, il ne faut pas que j'ai d'autres vêtements pour me protéger, parce qu'en fait, là, j'ai beaucoup trop besoin j'ai une sensation d'avoir beaucoup besoin de me protéger par crème. C'est probablement parce qu'en fait, il faut déjà être sur une protection vestimentaire. Voilà, je vais conclure donc, pour laisser passer quelques messages. Donc, les enfants, avant 3 ans, pas d'exposition au soleil, ombre voilà, à l'intérieur. Respect pour les autres, respect des heures d'exposition, c'est super important. Préférez l'ombre au soleil. T-shirt qui couvre les épaules, un pantalon, chapeau, lunettes de soleil. Lorsqu'ils sont dans et au bord de l'eau,
il faut préférer quand même les textiles spéciaux anti-UV. On leur rend service, hein, surtout si les vacances, c'est plutôt axé autour de la mer dans les habitudes. On prendra une crème solaire avec un SPF minimum de 30 qui couvrira bien les UVA. Et puis, on pensera à bien renouveler l'application dans le cas des baignades. Voilà, où justement, on renouvellera bien les applications régulièrement. Chez l'adulte, les messages que je voulais faire passer, c'était faut qu'on éduque comment les plus jeunes, faut qu'on les sensibilise aux effets délétères des UV. Alors, effet cumulatif, ils ne s'en rendent pas compte quand ils sont petits. Hein. Eux, ils voient que comment finalement les effets néfastes des coups de soleil, les douleurs provoquées par ces coups de soleil. C'est important d'avoir un comportement un petit peu exemplaire pour qu'ils puissent eux aussi acquérir ces codes et cette attitude et ce comportement raisonnable vis-à-vis du soleil. Il faut se protéger quotidiennement. Il faut comprendre que en fait, l'effet cumulatif des UV, il est aussi dangereux finalement que l'été lorsqu'on s'expose temporairement. Voilà. Il faut se protéger avec des vêtements, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Hein. Il faut penser aux situations un peu qui sortent à certaines situations lorsqu'on fait du sport, du jardinage, où il faut un peu plus penser à se protéger. Et puis, la crème solaire, ça doit rester un appoint. C'est pas du tout au centre de la photoprotection. Ça reste c'est un très bon produit de photoprotection, mais qui doit rester en plus, voilà, pour se protéger. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Protégez-vous, protégez les autres. Et puis, je suis disponible pour répondre à toutes vos questions. J'espère que ça n'a pas été trop théorique. J'ai pu répondre quand même à certains aspects pratiques concernant la photoprotection. Ce dont je vous ai parlé, c'est un peu ce dont je peux parler un petit peu en consultation pour des patients que je reçois qui sont eux déjà en fait au stade en fait de cancer cutané. Donc on essaie de trouver un peu des solutions pour éviter que d'autres cancers surviennent. Parce qu'eux, ils ont déjà eu un effet cumulatif tout au long de leur vie important des UV. Et donc là, les moindres petites doses quotidiennes en plus, c'est à risque de déclencher très rapidement un nouveau cancer cutané. Voilà. Très bien. Je vais juste vous demander d'enlever votre PowerPoint, s'il vous plaît. Ah oui, d'accord. Et alors, je vais essayer de revenir. Hop. En tout cas, merci pour votre intervention qui a été très, très complète et très intéressante. On va passer à un petit temps de questions d'environ 15 minutes. Donc, on a déjà plusieurs questions. La première est si les cabines UV, est-ce qu'elles préparent la peau au soleil, à l'exposition et tout ça? Alors, les cabines UV, c'est un vrai problème en termes de santé publique. Ça fait longtemps que finalement les autorités commencent progressivement à s'en charger et interdire progressivement cette pratique. En fait, quand on fait des UV en cabine avant l'été, en fait, on reçoit plein d'UV. Donc, en fait, l'effet cumulatif, il va être encore plus important. C'est-à-dire qu'au final, on aura reçu tous les UV cumulatifs de la cabine et en plus, on en aura eu l'été en pensant qu'on est protégé. Alors oui, on fera un petit peu moins de coups de soleil dans l'été. Donc, on aura moins effectivement l'effet des UVB. Mais l'effet des UVA, l'effet cumulatif des UVA sur les cancers de la peau, il sera bel et bien là. Et donc, on aura un risque dont on se rend encore moins compte. D'accord. Et du coup, comment faire le plein de vitamine D, par exemple? Alors, en fait, comment faire le plein de vitamine D? C'est un sujet très compliqué, la vitamine D. En fait, dans les congrès, ça peut faire l'objet de très longs débats. Dans la communauté scientifique, c'est toujours un sujet qui est très délicat.
En fait, quand on parle de carence en vitamine D, en tout cas, il n'est pas, dans certains cas, comme dans l'ostéoporose ou dans certaines pathologies, où il peut y avoir effectivement une carence en vitamine D, ou dans certains cancers, où finalement, quand on dose la vitamine D, elle est assez basse. En tout cas, il n'est pas du tout recommandé, dans les recommandations, en tout cas nationales, il n'est pas du tout dit qu'il faut en fait se recharger en s'exposant au soleil, vitamine D. Il faut plutôt prendre une supplémentation en fait orale. Voilà. Très bien. Alors, une question, que pensez-vous des crèmes de jour incluant un filtre solaire? Je pense que c'est déjà très bien parce que en fait, effectivement, avec certaines avec certaines tendances cosmétiques à avoir en fait une peau assez jeune qui ne suit pas en fait l'effet des UV dans le vieillissement. En fait, ils incorporent effectivement des filtres solaires maintenant dans les crèmes hydratantes et cosmétiques, hein, et en fait qui sont parfois avec un filtre UV tout à fait correct. On va dire que ça peut être une très bonne chose si c'est mis en fait tous les matins. Ça met déjà une petite protection. Après, ça remplacera encore une fois pas une photoprotection vestimentaire avec un chapeau si le soleil est fort, et puis un photoprotecteur comment appliquer régulièrement dans la journée si on en a point, si on sait qu'on est dans une situation où on va recevoir beaucoup d'UV, je sais pas moi, si on va se balader par exemple toute la journée. Peut-être qu'effectivement, ces crèmes le filtre dans la crème cosmétique ne suffira pas, l'application du matin ne suffira pas à vous protéger toute la journée. D'accord. Je fais juste une petite précision pour nos spectateurs. S'il y en a qui galèrent à poser leurs questions, il y a juste j'ai oublié de préciser, du coup, c'est via le chat ou via le module questions-réponses en bas là où se trouvent vos icônes. Du coup, une autre question. Il y a une personne du coup qui vous remercie déjà de votre intervention et elle dit qu'elle sort de radiothérapie suite à un cancer du sein. Est-il possible de se mettre au soleil en fin de journée? Faut-il protéger sous le maillot de bain? Et est-ce que le t-shirt peut suffire? Et dernière question, le tamoxifène est-il compatible avec le soleil? Est-ce que vous voulez... Ok. Alors, en fait, donc l'effet des rayons de la radiothérapie et des UV sont pas les mêmes. Voilà, c'est pas les mêmes, on ne reçoit pas les mêmes radiations. Néanmoins, donc, est-ce qu'il faut se protéger suite à une radiothérapie? Un site de radiothérapie, c'est un site où potentiellement l'épiderme a été altéré, il est un petit peu différent, et on sait que effectivement ça reste des zones, les sites de cutaine de radiothérapie, à surveiller parce qu'il peut y avoir un petit peu plus de cancer cutané sur ces zones-là. Et donc la question, est-ce qu'il faut se protéger sur les sites de radiothérapie? Oui, il faut se protéger. La meilleure photoprotection, effectivement, c'est les vêtements. Le maillot de bain, on en a parlé, en fait, c'est un vêtement qui va être un peu mouillé, donc ça va disons que ça ne va pas protéger s'il y a une exposition qui va être de plusieurs dizaines de minutes. Voilà, pour aller dans l'eau un instant, bien sûr, mais ensuite, quand on revient sur la plage, c'est pas ça qui va vous protéger. Après, tout dépend aussi comment le maillot de bain, son épaisseur, les fibres, encore une fois, la couleur. On en a parlé un peu de tout ça. Il y a des choses de qualité complètement différentes. Et puis, il y a des maillots de bain avec une protection solaire intégrée, en fait. Donc ça dépend de quoi on parle en termes de maillot de bain. Et est-ce que le t-shirt peut suffire? Je dirais que c'est déjà bien, en fait, un t-shirt. Tout dépend à quelle heure on s'expose, hein. Si on est après 16-17 heures, voilà, avec un ensoleillement qui n'est pas trop sévère encore à ce temps-là, oui, c'est déjà bien. Et puis, non, c'est déjà une bonne protection. Alors, le tamoxifène est-il compatible avec le soleil?
alors, de mémoire, je pense qu'il doit être légèrement photosensibilisant. Donc, il faut bien se protéger du soleil. Voilà. Ok, merci. Une autre question, c'est vrai qu'on ne pense pas souvent à ça. Est-ce que les lampes chauffantes sont-elles dangereuses pour la peau du fait du temps cumulé? C'est une personne qui va chez son kiné qui l'expose sous des lampes chauffantes. Les lampes chauffantes, je pense qu'ils ne délivrent pas d'UV en fait. Je pense que ça doit être d'autres radiations, il faudra se renseigner, mais je ne pense pas du tout que ça fasse partie des lampes qui délivrent des UV. Donc non, je pense que voilà. En plus, c'est pas ce qui chauffe le plus les UV, plutôt les infrarouges et d'autres radiations qui chauffent. Donc non, je suis pas sûr que ce soit problématique. D'accord. Vous avez insisté durant votre présentation sur la protection solaire pour les enfants. Est-ce que du coup les coups de soleil pendant l'enfance sont-ils plus dangereux que chez l'adulte ou non? C'est ce qu'on pense. On pense quand même que une grande partie des effets délétères des UV se créent en fait pendant l'enfance et l'adolescence, et que donc il y a un intérêt à protéger plus particulièrement ce moment de la vie. Voilà. Et puis en fait derrière se découle une modification de comportement pour les autres périodes de la vie futures. Donc finalement, on est assez gagnant à insister à ce moment-là de la vie et à protéger les enfants. Et du coup, une fois, si malheureusement il y a un coup de soleil chez l'enfant, quelle conduite est la meilleure pour protéger l'enfant ensuite? Ouais. En fait, s'il a eu un coup de soleil, l'effet de la radiation, elle est déjà faite. Donc, il va pas y avoir beaucoup de solutions. Souvent, ce qu'on fait, c'est un petit peu pour soulager, apaiser, c'est de mettre une crème émolliente. Alors, il en existe plein, voilà, voilà. Il n'y a pas d'études pour montrer qu'une crème émolliente est meilleure qu'une autre sur un coup de soleil. Puisque de toute façon, ça serait complètement une étude où on provoquerait des coups de soleil et puis on étudierait l'effet de certains traitements sur le coup de soleil en plus chez des enfants serait complètement pas du tout déontologique. Donc il n'y a pas de preuve scientifique sur l'efficacité de telle ou telle crème, mais en fait il faut mettre une crème hydratante qui soit éventuellement conservée au frigo pour qu'elle soit bien fraîche. Voilà. Et puis, il n'y a plus grand-chose à attendre pour que ça passe. Après, s'il a reçu un coup de soleil, je pense que la question, ça va être comment on va faire pour éviter que ça revienne. Et si pourtant on avait appliqué un écran solaire, voir si la photoprotection vestimentaire elle était adaptée, ou est-ce que c'était judicieux de le laisser je sais pas, se sortir ou faire cette activité-là à ce moment-là de la journée. Donc ça peut, voilà. Ok. Une autre question. Que pensez-vous des gélules préparant à l'exposition solaire? En fait, ça va être un peu la réponse recoupe un peu ce que je vais dire, c'est-à-dire que qu'on mette des auto-bronzants ou des gélules avec, alors ça dépend des gélules parce qu'il y a plein de choses en fait, il y a des antioxydants, il y a plein de choses, mais bref, quand on a l'idée qu'on prépare sa peau pour aller s'exposer, on va être dans une exposition récréative. Donc déjà, si on est un peu dans ce projet d'exposition récréative, je ne sais pas si on fait le bon choix en fait. Peut-être que l'idée, c'est plus de se dire il va y avoir du soleil cet été, comment je peux en profiter tout en vraiment limitant un peu mon exposition. Comment je peux profiter de ces journées agréables, cette lumière, tout ça, sans avoir un impact des UV sur ma peau. En fait, non, ça ne va pas protéger ça protégera pas en fait des effets délétères des UVA notamment. Voilà.
Un autre sujet, c'est vrai qu'on se rend compte de plus en plus dans les produits comme la crème solaire, justement, qu'il y a des perturbateurs endocriniens. Est-ce que, du coup, quel effet ça a sur notre corps? Est-ce que, par exemple, ça peut être dangereux pour notre système hormonal ou autres paramètres? Ouais. Ouais, il y a plein de polémiques en fait sur les crèmes solaires, sur les perturbateurs endocriniens, sur les nanoparticules des écrans de certains filtres solaires. En fait, toutes ces polémiques, on pourrait rentrer dedans et puis en parler pendant des heures et des heures et des heures. En vrai, c'est très difficile déjà scientifiquement de mettre en évidence des effets perturbateurs endocriniens. Donc, il y a probablement des produits qui sont perturbateurs endocriniens. C'est très difficile, c'est pas du tout comme la toxicité de certains produits. Je pense que c'est un vaste. La crème solaire reste quand même un produit d'appoint. Normalement, la photoprotection, elle est surtout vestimentaire. Et puis, elle est aussi dans la photoprotection, elle est dans la réflexion par rapport à la compréhension des moments dans la journée où de toute façon, faut pas se mettre en fait au soleil. Donc, je pense que c'est un sujet polémique sur lequel je pourrais pas, moi, j'ai pas toutes les, en plus, j'ai pas toutes les connaissances scientifiques personnelles. Je suis pas un professeur universitaire spécialisé en cosmétologie ou en photodermatologie. Je ne vais pas avoir toutes les cartes et tous les éléments à vous dévoiler pour construire un débat intelligent sur ce sujet en fait. Donc, je ne peux pas vraiment répondre à cette question. Ce que je sais, c'est que c'est un peu un faux débat. C'est comme un peu pour les nanoparticules, dans le sens où en fait, c'est quand même mieux de se protéger quand même un peu des effets hyper délétères des UVA et des UVB avec en appoint la crème solaire, puisque de toute façon, ce n'est pas l'élément principal de la photoprotection. Voilà. Ok. On va bientôt terminer. Encore une dernière question. Récemment, les médias ont informé sur les produits toxiques dans les crèmes solaires et conseillé la nécessité de ne pas les conserver plus d'1 an. Donc, est-ce que vous connaissez, est-ce qu'il y a une restriction au niveau de la conservation de ces produits solaires? Ouais, en fait, ils ont une date de péremption, les produits solaires. En fait, c'est pas qu'ils ont une toxicité. Je pense qu'ils le risque principal, c'est surtout que leurs filtres et les produits pour conserver et stabiliser en fait les filtres et certains additifs, en fait, ça s'abîme, se dégrade et on a un risque d'avoir une efficacité moindre et de ne pas savoir exactement ce qu'on applique sur la peau et ce qui est exactement absorbé ou reflété comme UV avec un produit qui est un peu passé. Voilà. Après, bien sûr que tout d'un coup, le produit ne devient pas toxique à minuit au soir de la date de péremption. Voilà. Nous, on n'a pas de cas de patients avec des réactions cutanées à des crèmes solaires qui seraient passées d'âge. Voilà. On n'a pas parlé aussi, on m'a pas posé la question sur les allergies aux crèmes solaires. Pourtant, ça, c'est souvent une question hyper fréquente. En fait, les allergies, elles sont très peu fréquentes parce que nous, vraiment dans notre pratique quotidienne, on n'en rencontre pas beaucoup. Voilà, on a des eczémas de contact, mais à plein d'autres produits. Et voilà, donc c'est pareil, c'est un peu un faux débat. En fait, il y a toujours beaucoup de journalistes qui, au moment du printemps et du début d'été, s'accaparent un petit peu ce sujet-là sur la photoprotection, en mettant d'ailleurs que la crème solaire presque comme moyen de se protéger. Et je sais pas, qui n'intègrent pas les différentes problématiques et alors qui font le fond du débat sur les nanoparticules, les perturbateurs endocriniens et sur les allergies. En gros, quand on écoute un peu tout, on n'a plus envie de rien appliquer, quoi. On se dit, non, faut pas mettre d'écran solaire. Voilà. Après, chez les tout petits, je vous l'ai dit, avant 3 ans, de toute façon, ces produits-là, ils n'ont pas vraiment lieu d'être en contact avec la peau de ces enfants-là,
puisque normalement, il ne devrait pas être exposé aux heures de feu ensoleillement. Il devrait de toute façon être protégé à l'ombre, voilà, ou à l'intérieur quand le soleil est trop fort, et protégé avec des vêtements, surtout aux autres moments de la journée. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour cette intervention. Et j'espère que ça vous a tous un peu dissuadé de vous exposer trop au soleil et surtout pour ce week-end où c'est les premiers rayons de soleil sur votre peau. Savoir du coup que vous avez bien retenu comment bien se protéger du soleil. Et de notre côté, la Ligue contre le cancer, on vous rappelle qu'on réalise de multiples actions de prévention pour expliquer les dangers du soleil. Du soleil du soleil qui impacte sur notre peau. On fait des formations des animateurs en centre aéré pour l'été, du coup, donc pour justement qu'ils prennent soin des enfants. Des interventions aussi auprès des enfants dans les écoles directement, auprès des entreprises ou encore lors d'événements sportifs, vous en avez parlé, où il y a un réel sujet. Et on met également à disposition des outils pédagogiques. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà, donc je remercie encore le docteur Romain Gabev pour cette intervention. On vous enverra un mail avec le replay et les informations d'inscription pour nos prochaines webconférences, en sachant que du coup la prochaine webconférence aura lieu le 3 juin à la même heure, à 18 h, avec le docteur Brigitte Rocheteau du service d'addictologie du CHD Vendée. Et elle abordera le thème du tabac, sur les modalités de l'aide à l'arrêt du tabac. Voilà, j'espère que tout s'est bien passé pour vous et comme je vous disais, ça sera disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Alors n'hésitez pas à aller y faire un tour. Merci. Vous avez un dernier mot ou... Non, merci à tous les participants de vous être connectés. C'est bien d'avoir un intérêt. J'espère que je n'ai pas été trop sévère et que j'ai pas été. Vous avez eu l'impression que j'étais hyper fouettard. Voilà. En fait, le but, c'est juste d'avoir toutes les cartes en main pour bien réfléchir et avoir une attitude responsable, quoi. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Également, bonne soirée. Au revoir.